Monsieur Bangali, si vous, vous aurez, voilà, il y aura peut-être possibilité pour vous de poser la question à Monsieur Karaquillo, puisqu'il est toujours dans la salle. Alors, on voulait échanger en effet avec vous, et peut-être que vous avez une réaction à ce qu'a dit en effet Jean-Pierre Karaquillo sur le rôle important. Mettez-vous peut-être un peu plus au milieu, on vous verra mieux. Le rôle très important des pays africains, en tout cas francophones, pour ce qui le concerne. Vous êtes, Madame Diallo, directrice des sports, de la jeunesse et de la vie associative à la ville de Dakar. On vous retrouvera dans l'autre table ronde sur les Jeux Olympiques. Mais pour l'heure, en effet, une réaction par rapport en effet à la place de votre pays en matière de sport. Comment travaillez-vous et comment en effet réagissez-vous aux propos qui ont été tenus sur le rôle important que vous pouvez jouer à l'international? Les boutons, voilà, c'est le micro vert, ça va fonctionner. Merci beaucoup, très ravie d'être avec vous ce matin. J'allais démarrer en voulant répondre à la question posée au professeur Jean-Pierre Karaquillo. Loin de moi d'avoir la prétention d'avoir une réponse à la question de M. Touré, mais j'estime que le continent africain est un continent en devenir. Et qu'aujourd'hui, après avoir suivi M. Michel Merkel, nous faire l'histoire du sport en France, je pense que c'est le continent où encore ces valeurs sont présentes. Les valeurs qui ont fondé la création du sport et la création de ces grandes entités. L'Afrique, aujourd'hui, est un continent dans lequel on peut encore penser pouvoir développer le sport tel que rêvé par les pères fondateurs. Donc pour moi, aujourd'hui, il est important qu'on puisse mieux maîtriser le secteur pour être à même d'éviter les dérives que nous voyons aujourd'hui dans le vieux continent, européen par exemple, qu'il reproche au continent américain en particulier. Je pense que l'Afrique est un chantier qui peut être exploré, qui peut être intéressant du fait de la démographie actuelle du continent. On est un continent très jeune, à majorité composée de jeunes. Et aujourd'hui, beaucoup de pays, il a cité le Rwanda, il a cité le Bénin, je vais citer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, sont dans cette dynamique d'utiliser le sport comme levier de développement. Donc il est important pour nous de renforcer les compétences pour être en mesure de relever les défis qui se présentent à nous. Et c'est justement dans votre réflexion d'éviter les dérives qui se passent ailleurs, ou est-ce que là aussi c'est compliqué chez vous à éviter? Oui, je pense qu'on doit apprendre des erreurs des autres. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de sports, dans beaucoup de disciplines, dans beaucoup de pays, la construction de cette sphère-là est en balbutiement. On se rend de plus en plus compte de l'impact que peut avoir le sport dans le développement. Je pense qu'on a énormément de choses à faire pour éviter de tomber dans les mêmes dérives. Et beaucoup de pays, le Sénégal en particulier, s'inspirent de l'expertise française, mais pas seulement. Pour nous, il est important que nous puissions construire par nous-mêmes de nouveaux leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour accéder à ce développement via le sport. Alors, en 2021, on a beaucoup entendu Jean-Pierre Karaquillo parler de pouvoir, parler d'argent. Est-ce que même dans des pays peut-être plus neufs dans ce domaine-là, est-ce qu'on peut éviter dans le sport ces mots, pouvoir, argent, véritablement? Extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, notre continent et notre pays en particulier est un grenier de sportifs de haut niveau. Il a cité l'exemple de l'Institut Djambar. Je peux citer aussi l'exemple de plusieurs instituts, Dakar Sacré-Cœur, qui est affilié à Lyon Métropole. Nous avons aussi le camp de Madi Touré, où vous avez des joueurs comme Sadio Mané qui viennent. Il a cité Djambar. Il y en a plein d'autres qui sont en train de venir. Et les gens sont en train de s'installer, forcément des privés qui ont des objectifs pécuniaires. Aujourd'hui, il faut que nous, en tant qu'État, en tant qu'institution, que nous puissions ne pas être les perdants de cette industrie du sport. Et pour ce faire, il faut que nous puissions nous-mêmes avoir une législation claire pour ne pas tomber dans les mêmes dérives que nous avons citées ce matin et que nous puissions relever les défis. Je me tourne vers vous, Daouda Boukar Bangali. Vous êtes franco-tchadien, vous êtes consultant, vous avez un bureau d'études au Tchad, mais vous avez passé une bonne partie, vous vivez entre le Limousin et le Tchad. Votre réflexion aussi suite aux propos qui viennent d'être tenus par rapport au rôle que peuvent avoir les pays africains et notamment les pays francophones africains. Prenez un micro, qu'on vous entende bien, et c'est le micro qui est de quelle couleur précisément? Violet. Voilà. C'est parfait. Il est bon. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité et c'est surtout... C'est le violet, oui. Approchez-le bien de votre bouche. Voilà. Non, alors vous en prenez un autre, pardonnez-nous.
un bleu. On parle par couleur comme les enfants, voilà. Allô? Parfait. Je voudrais donc vous remercier pour l'invitation et surtout Monsieur Aurélien Curvelier, avec lequel on a travaillé pendant longtemps à Jeunesse et Sport ici à Limoges. En effet, je suis tchadien d'origine, mais aussi français, et fier de l'être aussi, hein, de partager ces deux nationalités. Et voilà, par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, je dis, bon, ce que avait développé M. Merkel, c'est très bien. Ces valeurs-là, évidemment, c'est des valeurs qui sont transposables un peu partout. Mais la difficulté en Afrique, c'est la compréhension maintenant de ces valeurs-là. Autant à une certaine époque, c'est facile, autant aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dans le jeu et ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas facile du tout. Alors, à quels acteurs pensez-vous? Comment? À quels acteurs pensez-vous? Ben, aujourd'hui, les élites africaines ont beaucoup changé. Donc, ceux qui, par le passé, aimaient beaucoup le sport, aujourd'hui, pratiquement ont disparu. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont arrivés, mais qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même appréciation des valeurs sportives comme par le passé. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Vous parlez spécifiquement de votre pays, le Tchad, ou est-ce que vous pensez que c'est sur l'ensemble du continent africain? Eh bien, je crois qu'on le voit sur l'ensemble du continent africain à partir du moment où, par le passé, les résultats sont là. Et aujourd'hui, les résultats des pays africains, on le voit un peu partout, hein, ça commence à baisser sérieusement. Donc, ça s'explique par ça. Les collectivités, puisqu'on est en effet sur une thématique liée aux collectivités territoriales, et monsieur le soulignait, elles ont un rôle aussi dans votre pays important à jouer l'un et l'autre. Alors vous représentez en plus la ville de Dakar. Monsieur Bengali. Oui, bon. Est-ce qu'elles sont structurées? Dans certains pays, ça se comprend, hein, parce que c'est des pays qui n'ont pas connu, qui ne vivent pas des situations de guerre, des choses comme ça. Le Sénégal, ça c'est le bon exemple, parce que c'est un pays qui a toujours été stable, mais un pays comme le Tchad où on continue à vivre avec tout le temps la guerre, ce n'est pas évident du tout. Il y a un moment où il y a le calme, il y a un moment où on n'a pas ce calme-là pour effectivement construire quelque chose. Donc c'est assez compliqué. Je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit M. Karakio et je suis content de l'entendre dire que effectivement l'Afrique peut aider à un certain nombre de choses comme l'avait souligné mon frère de là-haut. Je suis tenté aussi de dire comment, puisque après avoir expliqué tout à l'heure les difficultés de la gouvernance du sport déjà dans un pays aussi développé comme la France, aujourd'hui, le rapport qu'il a évoqué tout à l'heure, qui maintenant évalue le modèle français, si déjà ici, il y a des difficultés pour faire comprendre les choses, il faut dire aussi que ce n'est pas évident dans les pays africains où nous avons tous, francophones, nous avons tous pris le modèle français qui lui-même aujourd'hui est en difficulté. Alors je me demande comment nous encore on peut être une solution. Parce que c'est toute la question. C'est bien qu'il ait dit qu'il faut former. Je suis entièrement d'accord avec lui et ce serait très bien qu'il faut aller vers la formation. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que dans les pays africains, dans les universités africaines, on ne parle pas d'économie de sport, on ne parle pas de sport. Voilà, donc ça c'est une difficulté. Et c'est bien qu'il y ait aujourd'hui
auprès du président Macron quelqu'un qui pense à la question, ce serait bien qu'on aille beaucoup plus loin et maintenant qu'on aille aussi vers la formation. Bien, Daouda. Très rapidement, M. Karakillo en réponse et ensuite Mme Diallo. Oui. Non, mais Daouda, on se connaît, donc je peux te tutoyer. Tu as raison. Notre ami, vous êtes sénégalaise, je crois. Oui, Dakar, oui. Très bien. Encore une fois, moi je suis un amoureux de l'Afrique, donc je peux en parler un tout petit peu. C'est vrai que c'est compliqué, Daouda, c'est compliqué, et la complexité, elle tient, c'est pas faire injure, encore une fois, à mes amis africains, elle tient au fait que finalement, il y a le problème en Afrique des ethnies. Et le pays qui est mon pays d'adoption, le Cameroun, c'est le pire des pays sur ça. Il y a plus de 270 ethnies qui ne s'entendent pas spécialement bien. Bien. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'amour. Donc, c'est très difficile d'organiser, effectivement. Et je pense que c'est à ça que tu faisais allusion, notamment. Il y a aussi un autre facteur qui rentre en jeu, c'est le facteur financier. C'est le facteur financier, effectivement, qui est difficile, bien évidemment, à mettre en route, mais l'espoir, par rapport, madame, vous nous direz si vous pensez la même chose, l'espoir de vos pays, des pays africains, je parle que des pays de l'Afrique noire francophone, encore une fois, je ne connais pas l'Afrique noire anglophone. Et pour votre information, c'est d'autant mieux que je ne parle pas du tout anglais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le potentiel de l'Afrique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse, et il y a quelque chose qui est très important que vous pouvez faire autour. Alors, il y a des comités nationaux olympiques qui s'organisent mieux que d'autres, au Sénégal, au Cameroun, par exemple, mais avec toujours des dissensions de pouvoir et des problèmes de financement. Mais ce que je veux dire qui est important, parce qu'il faut passer par là, mais chez nous aussi en France, c'est qu'aujourd'hui, il est important qu'on forme les jeunes à la citoyenneté, au civisme. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, on est en situation catastrophique parce que finalement, on a oublié le civisme et la citoyenneté. Et vous avez là des potentialités extrêmes parce que les gamins chez vous font beaucoup de sport, de les intégrer dans des instances, dans des structures, même si ça mérite d'être organisé, où on leur apprend aussi la citoyenneté et le civisme. Voilà, je pense que ça passe par là. Madame Diallo, oui, alors cette éducation au-delà du sport, puisqu'il le pratique selon Jean-Pierre Karakillo, cette notion de formation sur la citoyenneté, le civisme, c'est aussi un élément sur lequel vous souhaitez vous aussi intervenir là-bas à Dakar. Oui, excusez-moi, avant d'y arriver, je vais peut-être rebondir sur le rôle des collectivités locales en termes de développement et de sport. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Daouda en qualifiant notre pays de pays stable. C'est vrai, le Sénégal est un pays stable qui est dans une boucle assez compliquée, Niger, Mali, Guinée, on voit les coups d'État, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Mais n'empêche, nous sommes une capitale, un pays stable, mais une capitale qui est confrontée aux mêmes soucis que la plupart des capitales africaines. Une urbanisation rapide, non contrôlée, un accès assez difficile aux services sociaux de base. Donc imaginez à ce niveau qu'il est extrêmement difficile de pouvoir placer le sport dans le cœur des politiques ou investir, demander aux autorités locales en particulier d'investir dans le sport. Aujourd'hui, la plupart des grands investissements sont faits dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, éducation. Le sport vient en arrière. Cependant, il faut saluer le fait que notre capitale va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça rappelait aux gens, d'un coup, que le sport était quand même une compétence transférée et qu'il fallait faire quelque chose. Cela coïncidait avec l'arrivée d'une nouvelle édile qui s'appelle Mme Soham El Wardini, qui, dès l'entame de son mandat, a déclaré vouloir faire de Dakar une ville propre. Notre capitale est confrontée à énormément de soucis d'insalubrité. Donc, de ce fait, nous avons rebondi sur l'opportunité inouïe qui s'offrait à nous
de voir aujourd'hui le sport devant être placé au cœur de la politique de la ville. On en a profité, et c'est une occasion unique, il faut la saisir. Et de ce fait, nous avons échangé avec l'autorité en lui disant « Ok, Dakar Ville propre, oui. Utilisation efficiente des espaces, vous voulez rendre votre ville propre. Aujourd'hui, nous allons vous offrir un programme via le sport pour relever tous ces défis. » On est parti dans une dynamique de restructuration des espaces sociaux de base qui étaient auparavant dédiés au sport, qu'on avait perdu au profit des marchés, au profit d'occupations anarchiques. Et aujourd'hui, un investissement conséquent va être fait pour remettre le sport au cœur de la ville. Dakar est une ville de sportifs, Dakar est une ville de jeunes, mais Dakar est une ville qui souffre énormément de maladies, dont les populations souffrent énormément de maladies chroniques. Donc via le sport, on peut régler tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, un plan de triennal d'investissement va être mis en œuvre pour remettre le sport au cœur de la ville à travers la récupération d'espaces au sein de certains espaces de la ville, comme je l'ai dit, et nous allons investir énormément dans le sport, et à travers cela, nous allons régler la question de l'éducation, parce que pour l'autorité, il est impératif de remettre le sport au cœur de l'école. Donc aujourd'hui, sport, école, l'UASU, les tournois interscolaires, ça va être des investissements colossaux que nous allons faire. Parce qu'à l'heure actuelle, ça n'existe plus. Le sport à l'école, c'est compliqué? C'était compliqué, mais là, on est dans une dynamique de relance qui est impulsée par l'État du Sénégal pour remettre le sport, comme il l'a dit, on est un peu de la tradition française, donc les mêmes systèmes sont un peu reproduits à l'école. Il y a le système de tournois interscolaires. C'était un peu laissé en rade, mais aujourd'hui, on est dans une dynamique de relance de cela, et l'autorité municipale veut l'accompagner en remettant le sport au sein de l'espace scolaire, là où l'espace se trouve. Donc, il faut remettre ces infrastructures-là à un niveau pour permettre de remettre le sport au cœur de l'école. Pourquoi c'est important? Cela nous a permis d'avoir des athlètes de renommée internationale. Je vais citer par exemple Lamine Diack, qui sont tous des produits du sport scolaire. Donc le sport scolaire nous avait permis à l'époque de construire des citoyens, de construire des athlètes, et nous estimons que si nous investissons dans ce secteur-là, nous pouvons avoir des athlètes qui pourront dignement nous représenter pour les JOJ Dakar 2026. Alors oui, c'est en 2026 pour Dakar. Est-ce qu'au Tchad, il y a cette volonté politique aussi, parce que ça part d'une volonté politique. Si elle n'y est pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'au Tchad, il y a en effet une volonté politique sportive dans votre pays? Malheureusement, c'est difficile à percevoir parce qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer en sens contraire, parce que dans les années 60, nous avions eu des grands athlètes. Je cite Idriss Mamat, je cite Ahmed Issa. Bon, ils ont été champions de France ici, tout cela. Ils sont tous sortis du scolaire. Or, de nos jours, l'éducation physique a presque disparu de l'école. Donc, ce qui fait que, forcément, le développement du sport en prend un sacré coup. Et, bon, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, la priorité des gouvernants est ailleurs. On met en avant la jeunesse, mais c'est vrai que la jeunesse, elle est mise en avant dans un cadre purement électoraliste, pas autrement. Le côté sport, et M. Karakio l'a dit tout à l'heure, en termes de budget, c'est toujours le dernier. Le sport, c'est toujours le dernier. C'est vraiment la variable d'ajustement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, moi, je continue toujours à militer en faveur du retour du sport à l'école, parce que c'est là qu'on peut démarrer, mais malheureusement, ce n'est pas facile. Donc, vous voulez dire que vous avez peu d'écoute, finalement, dans votre démarche, lorsque vous allez là-bas sur le terrain pour inciter à... Il y a peu d'écoute, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui intéresse les gouvernants, c'est le côté électoraliste. Ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, on fait la cour aux jeunes, c'est pour qu'ils aillent voter, pas plus. On pourrait leur faire la cour à travers le sport aussi. Voilà. Ah oui, non, ils iraient voter tout pareil, peut-être. Non,
Non? Si on développait le sport, peut-être que ces jeunes-là seraient intéressés. Mais le problème, c'est que le développement du sport aujourd'hui, il ne suit pas. Le développement du sport, il ne suit pas. Le sport est laissé pour compte. Voilà. Et par rapport, pour rebondir sur ce que vous disiez, territoire, c'est qu'aujourd'hui, une ville comme Dakar, la mairie de Dakar a un service de sport, ce qui n'est pas le cas chez moi. Aujourd'hui, la ville de Djamena, il n'y a pas un service de sport, il n'y a pas une direction de sport. Et ça, c'est valable dans toutes les régions. Ce côté sport, il n'existe pas. Et puis, on a encore des gens qui ont le malin plaisir de dire, mais le sport là, ça sert à quoi? Donc, on est à ce stade-là encore. Il y a énormément de travail, Jean-Pierre Karaquillo, à faire au Tchad, voilà. apparemment. Monsieur, vous souhaitez intervenir? Allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais revenir un peu sur les propos de M. Bengali et puis Mme Diallo, en disant que oui, je suis tout à fait d'accord avec eux que la stabilité est propice au développement du sport. Mais l'instabilité n'est pas un frein au développement du sport. J'en veux pour preuve, M. Merkel le disait tout à l'heure lors de son intervention, même pendant les périodes de conflit, le sport continuait à se développer. Voilà. Et je reviens sur l'exemple du Mali, qui est en situation d'instabilité depuis le coup d'État de mars 2012. Mais malgré tout, il y a énormément de travail qui se fait au niveau de la formation. Et aujourd'hui, on a l'INGS au Mali, qui est l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui forme en fait des sportifs d'élite, qui forme des arbitres et tout. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, le vrai problème aujourd'hui chez nous, c'est qu'en fait, la décentralisation, elle n'est pas au même niveau que dans les pays développés comme la France. C'est-à-dire, nous, on a commencé la décentralisation au Mali en 1992. Les collectivités territoriales aujourd'hui, elles ont d'autres priorités qui est tout à fait autre que le développement du sport. Je le comprends, parce qu'en fait, moi-même, j'ai fait du sport, j'ai pratiqué du sport quand j'étais au Mali tout jeune. On jouait sur des terrains poussiéreux, pieds nus, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout. Et donc, tout ce que possèdent les collectivités, ça va d'abord dans l'agriculture, ça va dans le domaine sanitaire, mais le sport n'est pas prioritaire. Et donc, pour revenir en fait à ce qu'avait dit M. Karaquillo en disant que l'Afrique peut aider. Oui, l'Afrique peut aider, mais pour que l'Afrique aide, elle a besoin d'être aidée. Comment? En fait, les Jeux olympiques, la Coupe du monde, les compétitions internationales, jamais l'Afrique n'organise ces compétitions. Or, on sait qu'une fois qu'on a l'organisation de ces compétitions, on a des infrastructures. J'en veux pour preuve l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2010, qui peut dire que l'organisation de la Coupe du monde de foot en Afrique du Sud a été un échec. Ça a été une réussite totale. Et les infrastructures profitent plus tard pour former des sportifs de haut niveau. La Coupe du monde de rugby a été organisée en Afrique du Sud aussi, une autre réalité, une réussite. Mais au-delà de ça, quelles sont les organisations de compétition internationale qu'on confie à l'Afrique? Et les Jeux olympiques n'ont jamais été organisés sur le territoire africain. Et tout le monde sait qu'en organisant des Jeux olympiques, on a des infrastructures derrière qui permettront et qui aideront en fait les pays qui ont été organisateurs de cet événement d'avoir des infrastructures et pour former des sportifs de haut niveau. Voilà. Et juste pour terminer, je donnerai des exemples de réussite. Par exemple, au Mali, il y a Jean-Marc Guillou qui est français, qui a une école de formation de football au Mali, qui a formé des grands footballeurs qui aujourd'hui certains jouent dans les championnats français de Ligue 1, les championnats de l'Angleterre et le championnat espagnol. Et notamment aussi un centre de formation de basket qui aujourd'hui forme en fait des grands basketteurs au Mali et qui jouent aujourd'hui aux États-Unis en NBA. Et j'en veux pour preuve Cheikh Diallo qui joue à Toronto. Voilà. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Le dimanche dernier, l'équipe nationale du Mali senior en basket a joué la finale de basket sur le continent africain contre le Nigeria. Juste pour vous dire que oui, l'instabilité n'est pas un frein pour le développement du sport, mais oui, le sport se développe mieux en cas de stabilité dans un pays. Je vous remercie. Et que vous avez en effet des exemples comme ça un petit peu peut-être parsemés, mais qui fonctionnent sur ce qui se passe aussi dans votre pays. Oui. D'accord. Oui, j'adhère totalement à ce qu'il dit, mais je voudrais aussi dire tout à l'heure que M. Karaquillo avait dit que l'Afrique, il y a un potentiel.
c'est vrai qu'il y a un véritable potentiel. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comment mettre en valeur ces potentialités. C'est peut-être l'occasion de ce colloque hors assemblée d'en discuter entre vous. Je sais pas, Jean-Pierre Caraquillo, rapidement, puis après on entendra le témoignage de la Belgique. Les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre. Il ne s'agit pas de, monsieur, vous êtes malien, l'exemple de Jean-Marc Guillou, c'est un très mauvais exemple. Je vous dirai pourquoi après. Étant très ami avec Jean-Marc Guillou, ayant participé au développement de la première académie qui avait lieu à Solbeni, et pour votre information, l'un des plus grands footballeurs qu'il a formé à Solbeni, qui s'appelle Aruna Dindan, il vient de terminer la formation de manager général. Bien, donc, ne confondez pas ce qui est du privé et ce qui est du domaine des collectivités publiques. Bien, alors que le Mali, qui est malheureusement en situation compliquée, comme vous l'avez dit, fasse des choses, que la jeunesse fasse des choses, qu'il y ait des gens qui fassent des choses, c'est incontestable et c'est même assez fantastique. Mais le problème du développement du sport en Afrique, il passe par une structuration. C'est ce qu'a dit Madame Diallo tout à l'heure. Et je voudrais apporter ma caution à ça, parce qu'en réalité, c'est comme dans toutes les structures, ça passe par des hommes. Ce n'est pas les structures qui font les hommes, c'est les hommes qui font les structures. Je m'explique. Le Sénégal a en avance sur tous les autres pays. Pourquoi d'Afrique noire francophone? Tout simplement parce qu'il y a eu des hommes, et je vais citer les noms, que vous devez connaître, Madame Diallo, et qui ont été des lignes directrices et qui marquent toujours le Sénégal. Je cite en premier lieu Kebabaye. Le juge Kebabaye a été l'un des plus grands dirigeants du monde. C'est grâce à Kebabaye qu'on a eu le tribunal arbitral du sport. Et il y a quelqu'un qui est revenu dans notre pays, qui a été conseiller au TAS, qui est Ousmane Khan. Je crois qu'il est magistrat aujourd'hui. J'espère que je vais le retrouver prochainement à Dakar. Il y a une vraie prise de conscience à travers des hommes qui sont des hommes qui finalement sont des, comment dirais-je, sont des fils conducteurs. Je vous signale par exemple ce qui aurait été une révolution, madame. Vous êtes sans doute trop jeune, je ne dis pas ça pour ne pas, c'est pas du tout une injure que d'être trop jeune, au contraire, mais vous savez peut-être, ou vous avez peut-être entendu dire, je ne sais pas quelles sont vos fonctions, qu'il y a eu à un moment donné à Dakar un colloque organisé par Kebabaye pour essayer de faire un tribunal arbitral du sport en Afrique. Et ça, c'était une initiative de Kebabaye. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que les Européens, notamment les Suisses, excusez-moi de ne pas avoir langue de bois, ont mis une opposition parce que c'est eux qui tiennent très largement le tribunal arbitral du sport. Il y a eu des initiatives parce qu'il y avait des hommes qui sont des rassembleurs. Et encore une fois, ça passe par là, mais il faut qu'il y ait une stabilité du pays. Or, effectivement, vous avez cité tout à l'heure, madame, la Côte d'Ivoire. Je pourrais vous citer d'autres pays. Je peux vous citer un pays qui est immense, qui est la République démocratique du Congo. Effectivement, c'est des pays qui, malheureusement, n'ont pas une stabilité du fait de... Ce n'est pas à moi de porter de jugement, mais le Sénégal est un pays qui a une stabilité, j'allais dire, démocratique, qui n'existe que très peu dans le pays. Alors après, je terminerai par là. Vous avez des chefs d'État, je dis c'est les hommes qui font les systèmes. Vous avez par exemple, madame, vous le savez sans doute, au Rwanda. Et au Rwanda, vous avez un chef d'État qui a décidé de faire une académie pluridisciplinaire avec comme idée de développer la citoyenneté et le civisme. Bon, si vous connaissez Jimmy Adjovi Boko, vous pourrez l'interroger, il est dans ce système. Après, qu'il y ait des choses fantastiques qui se passent, c'est pour votre gouverne, monsieur, je pense qu'il y a des choses que vous ignorez. Pour votre gouverne, Jean-Marc, il a des académies partout,
il a eu des académies en Thaïlande, à Madagascar, etc. C'est purement privé. De la même manière qu'à Solbeni, c'était purement privé. Le gouvernement ne rentrait pas à Solbeni. Le chef de l'État ne rentrait pas. Bon, donc, c'est des initiatives privées, mais on ne peut pas confondre. Simplement, je terminerai pour dire qu'il faut faire attention parce qu'en Afrique, et c'est en train de venir en France, les chefs d'État, finalement, ils sont là sur le football, parce que le football, c'est ce qui brille. Et il faut faire attention parce qu'il y a d'autres disciplines que le football. C'est quelqu'un qui vient du football qui vous dit ça. Alors, on va entendre Fanta Diallo, voilà, en réaction. Oui, juste pour une petite réaction par rapport à l'intervention de M. Touré. Nous, en tant que collectivité locale, nous ne sommes pas dans le sport d'élite. Approchez bien le micro. Excusez-moi. En tant que collectivité locale, nous ne sommes pas dans le sport d'élite. Nous ne travaillons pas à construire des champions. L'exemple du basket me plaît, c'est un sport que j'adore. Et depuis 1966, c'est la première fois que le Sénégal n'est pas sur un podium du championnat d'Afrique de basket. Pourquoi? Une simple bonne raison. Le basket était le sport le plus accessible de notre pays. C'est-à-dire que dans tous les coins, dans tous les quartiers, dès que vous sortiez, vous aviez un terrain de basket de proximité. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est des espaces que nous sommes en train de perdre dans toutes nos villes, dans la capitale en particulier, au bénéfice d'autres usages, comme des marchés ou autres. Et cela se ressent même dans la qualité de notre sport professionnel. Comme je vous dis, depuis 1966, c'est la première fois qu'on n'est pas sur un podium africain avec les femmes au basket. Donc, en tant que ville aujourd'hui, pour nous, il faut rendre le sport accessible, libre, gratuit et sécurisé. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre un investissement massif dans ce secteur-là pour remettre le sport à l'intérieur des quartiers. L'objectif pour nous, ce n'est pas de créer des champions. Les champions, à la limite, c'est de créer l'envie de pratiquer. Et ensuite, si ça va beaucoup plus loin, les champions viendront naturellement. L'investissement dans le foot, c'est un exemple intéressant. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'académies qui sont en train de prendre forme dans les capitales africaines. Au Sénégal, j'en ai cité 3. Il y a Dakar Sacré-Cœur avec l'OL, il y a les Djambar avec Metz, il y a Djambar avec Metz, et il y en a énormément. Je peux en citer 4 qui sont. Il y a le PSG qui vient d'ouvrir une académie à Dakar, à Hambourg aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes un vivier incroyable de talents. Alors nous laisser les gens venir investir, profiter et en tirer profit, ou nous-mêmes en tant qu'institut, que ce soit l'État du Sénégal ou autre, alors nous prendre sur nous de construire nos champions nous-mêmes. Et c'est là où on doit prendre les devants, et c'est là où la réflexion doit être posée. Et toutes ces grandes personnalités qu'il a citées, qui au préalable avaient les destinées du sport ou de l'orientation politique, je pense que notre génération aussi a un rôle à jouer. Et ce rôle-là, ce serait d'investir et d'orienter l'État du Sénégal à accompagner les sportifs dans leur plan de carrière. Aujourd'hui, placer notre pays comme un hub sportif est une volonté du chef de l'État à travers le plan Sénégal émergent. Vous avez vu la construction du Dakar Arena, qui est un immense hub sportif qui peut faire du multisport, basket, handball, volleyball. Vous avez la construction du Stade du Sénégal. Donc, il y a une volonté politique de l'autorité étatique de bâtir autour du sport, de positionner notre pays comme un hub sportif. Ce qui s'ensuit, c'est que nous puissions construire aussi en même temps des personnalités en mesure de mener à bien cette politique et en mesure de relever tous les défis. Et c'est là tout le challenge de notre génération, d'être en mesure de répondre à ces objectifs à la hauteur de personnalités comme Kebamba et Lamine Diack ou autres. Alors, on regardera peut-être une dernière réflexion, M. Bangali, avant qu'on écoute donc en visioconférence le témoignage du président de la Fédération wallonne des directeurs généraux communaux, donc en Belgique. Rapidement, une dernière intervention, oui. Même si on vous retrouvera après. En tout cas, je souhaite plein succès à ce que dit Mme Diallo. Moi, pour revenir toujours à cette difficulté de la gouvernance, bon, c'est vrai que dans nos pays, on a des comités olympiques, on a des fédérations, on a un ministère des Sports. Et c'est vrai que le problème du partage de la gouvernance, autant il est aujourd'hui difficile en France, et encore chez nous, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que on a hérité d'un modèle. Et voilà, on a continué à fonctionner avec le modèle. Le modèle, lui, il a évolué, mais chez nous, il est encore dans le flou.
le comité olympique d'un côté, le ministère de l'autre. Bon, maintenant, on est toujours dans des bras de fer interminables. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle au Tchad, c'est qu'il n'y a pas de fédération de foot, et il n'y a pas de fédération d'athlétisme, parce que entre le ministère et les différentes fédérations, ils ne se comprennent pas. Et ce conflit, chez nous, il est encore plus aigu. Et ça aussi, ça fait partie des difficultés que vous citiez et qui ne peuvent se résoudre que par la formation, et vivement qu'on en arrive vraiment à la formation dans les écoles. Non seulement c'est dans les clubs, mais, et les écoles. Même au niveau de nos politiques, il faut bien qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, quelle est notre politique de sport? Le problème de la politique de sport, personne ne peut définir exactement quelle est la politique de sport au niveau national, au niveau d'une ville, au niveau d'une région. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on va voir justement avec Fernand Flabat, donc, qui est le président de la Fédération wallonne des directeurs généraux communaux, comment ça se passe en Belgique en matière justement d'organisation et de gestion du sport et du rôle des collectivités territoriales. Il est interviewé donc par vous, Aurélien Curbelier. Mesdames et messieurs, bien, je salue Monsieur Fernand Flabat, qui est président du conseil d'administration de la Fédération wallonne des directeurs généraux communaux. Monsieur Flabat, un grand merci de nous rejoindre pour cet événement qui se déroule à Limoges. Je voulais dans un premier temps que vous puissiez vous présenter et présenter votre fédération. Oui, voilà, bonjour, mais merci pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je suis retenu ici par des obligations ici en Belgique. Donc, ma fonction, comme vous l'avez dit, j'interviens ici au titre de président de la Fédération wallonne des directeurs généraux communaux. Donc, bon, la Belgique est un État fédéral divisé en régions, en 3 régions notamment. Donc la région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale. Et donc la particularité belge, c'est que la loi organique, si vous voulez, la législation qui organise les pouvoirs locaux appartient à chaque entité régionale, ça s'appelle des décrets en Wallonie, pour prendre de bons termes. Et donc les fédérations des grades légaux sont divisées donc, par rapport à ces régions en Belgique. Et donc la Fédération wallonne compte 262 communes, les 262 communes wallonnes, où vous avez des directeurs généraux et les communes de plus de 10 000 habitants qui peuvent avoir des directeurs généraux adjoints. Alors, moi, pour faire très simple, je suis en fonction comme directeur général. La fonction s'appelait avant secrétaire communal jusqu'en 2013. J'ai commencé ma carrière en 2004 dans une commune qui s'appelait, dans une ville qui s'appelait Jodogne pendant 10 ans, de 2004 à 2014. Et depuis 2014, je suis dans une commune qui s'appelle Waterloo. Généralement, c'est une commune qui est bien connue des Français. N'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Et accessoirement, je donne aussi des cours de droit en haute école et à l'Université libre de Bruxelles. Voilà en gros la présentation. Je ne sais pas si vous voulez... Un grand merci. Voilà. Alors, nous venons d'entendre M. Merkel et M. Caraquillo nous présenter des propos sur l'histoire et l'organisation du sport en France et sa gouvernance. Et là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quels sont les grands acteurs du sport en Belgique, l'État, les collectivités ou le sport privé. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, je viens de vous le dire par rapport à la répartition des compétences en Belgique, donc la Belgique est un État fédéral, un peu particulier parce qu'il a 2 types d'entités fédérées. En fait, les entités fédérées qui s'appellent des communautés et les régions. Des communautés, il y en a 3, des régions, il y en a 3, je vous en ai parlé. Donc la particularité, c'est que chaque commune belge se situe à la fois dans une communauté et dans une région. Et chacune de ces entités fédérées ont des compétences qui leur sont propres. Pour faire simple, en Belgique, c'est pas simple, donc je vais vraiment essayer de simplifier vraiment les choses. C'est les communautés, de par la Constitution et les lois spéciales qui précisent la Constitution, les communautés sont compétentes en matière de sport, mais elles ont pu déléguer une partie de leurs compétences en matière sportive aux régions. C'est ce qui se passe pour la Wallonie, vu qu'en région wallonne, le financement des infrastructures sportives est une compétence régionale et la compétence générale sur le sport est une compétence des communautés. Donc, en tant que tel, l'État fédéral, donc, qui est compétent, donc le gouvernement compétent sur l'ensemble du territoire, n'intervient pas en matière de sport. C'est vraiment une compétence réservée aux entités fédérées en l'organisation générale du sport, la communauté française pour les communes wallonnes, et le financement des infrastructures sportives, la région wallonne. Alors, une des particularités aussi en Belgique, c'est que les communes
disposent d'une véritable autonomie dans la gestion des missions qui leur sont confiées. En fait, les communes peuvent gérer tout ce qui est d'intérêt communal. Donc, outre les missions légales qui leur sont confiées, comme l'état civil, par exemple, la population, ce genre de choses, mais ce n'est pas le but du congrès de ce jour. En matière de sport, comme les communes ont une compétence d'intérêt communal, les communes peuvent gérer le sport de la manière dont elles le souhaitent. Donc, ça veut dire que le sport n'est pas géré de manière identique dans chacune des 262 communes wallonnes. Il y a des petites communes qui ont très peu d'infrastructures sportives, comme il y en a qui en ont plus, et les grosses communes, généralement, ont plus d'infrastructures. Par exemple, pour faire simple, vous n'allez pas retrouver une piscine dans toutes les communes, c'est généralement les plus grosses communes qui vont gérer une piscine dite communale. Donc, pour essayer vraiment de schématiser, comme les communes ont véritablement la possibilité de gérer comme elles le souhaitent les matières sportives, on peut retrouver en fait 4 manières de gérer les infrastructures sportives au niveau d'une commune. Soit directement, c'est un service communal, et là, bon, un service à l'instar d'un service urbanisme, d'un service population, d'un service travaux, vous pouvez avoir un service sport. Là, il n'y a pas de distinction en matière de budget, c'est dans le budget communal, c'est géré par comme un autre service. Une autre possibilité, c'est de créer ce qu'on appelle une régie communale ordinaire. Il y a peu de communes qui le font, mais il y a quand même une série de communes qui le font. Alors, quelle est la différence par rapport à un service intégré à l'administration? Ça reste un service de l'administration, si vous voulez, mais qui a son propre budget, son propre personnel, et qui va fonctionner de manière parfois différente des services communaux, ce qui est tout à fait logique à partir du moment où une infrastructure sportive, par exemple, a des heures d'ouverture beaucoup plus larges qu'un service urbanisme ou qu'un service population. Donc, ça permet vraiment de faire une différenciation, mais tout en gardant la compétence dans le giron communal. Il y a une troisième possibilité, c'est de créer ce qu'on appelle des régies communales autonomes. Alors, c'est quoi la différence par rapport aux régies communales ordinaires? C'est le fait qu'elles sont organisées, si vous voulez, comme une société commerciale. Et elles vont pouvoir notamment récupérer la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, quand elles font des investissements, la TVA étant de 21% en Belgique, sur ce type de produits, de construction, en tout cas de biens, elles vont pouvoir récupérer la TVA. Et donc là, ça fonctionne plus comme une société commerciale avec la possibilité d'associer des partenaires extérieurs dans la gestion de la structure. Et dernière possibilité que nous retrouvons en Wallonie, ce sont ce qu'on appelle les ASBL, les associations sans but lucratif. Comme son nom l'indique, ce sont des associations qui n'ont pas un but que de lucre, qui sont créées au niveau communal, mais qui peuvent aussi associer plusieurs communes, éventuellement peuvent se mettre ensemble pour créer une ASBL qui gère les infrastructures sportives. L'avantage de ce système-là, bon, là, il n'y a pas de récupération de la TVA, mais l'avantage de ce système-là, c'est qu'on a une structure qui est complètement indépendante. Ça veut dire que le personnel ne va pas nécessairement avoir le même type de contrat de travail, ne va pas nécessairement avoir le même type d'horaire de travail, et il va avoir des conditions de fonctionnement qui sont différentes. Donc ça, c'est un peu les 4 types de structures qu'on va rencontrer en région wallonne. D'accord. Si je comprends bien, donc là, on a parlé beaucoup de politique d'investissement autour des infrastructures. Ce qui m'intéresse là, au point de notre échange, ce serait de savoir quelles sont les politiques d'animation que vous pouvez mettre en œuvre au sein de ces collectivités et les liens notamment avec les structures plus privées, associatives ou autres. Donc voilà, donc, encore une fois, une commune n'est pas l'autre, mais généralement, que va faire la commune qui crée une infrastructure sportive? Elle va la mettre à disposition des clubs sportifs qui sont actifs sur sa commune. Et donc, à ce niveau-là, mais bon, l'infrastructure est mise à disposition et certains clubs vont aussi recevoir un certain nombre de subventions en fonction de la politique qui est applicable dans chacune des communes. Mais encore une fois, l'autonomie communale, c'est quelque chose qui est relativement ancré dans le système fonctionnement institutionnel communal belge, fait que chaque commune va avoir sa politique de financement de ses clubs sportifs. Il est clair qu'une commune qui a des clubs sportifs qui sont très actifs et, je vais dire, au niveau de division supérieure, mais elle va avoir tendance peut-être à subventionner plus ces clubs que des clubs moins actifs. Et donc là, il y a vraiment une politique qui peut être mise en place au niveau des communes, qui varie d'une commune à l'autre, avec une mise à disposition, par exemple, d'un terrain, dans le cadre d'un bain phytotique ou ce genre de choses, des aides à l'entretien des terrains de sport, mais aussi des aides directes de financement en fonction du nombre de membres ou ce genre de choses. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais certaines communes associent aussi
parfois les représentants des clubs sportifs dans des conseils consultatifs du sport au niveau communal. Et donc, généralement, l'objectif d'une commune, c'est quand même de répondre aux besoins de ses habitants, donc de développer des infrastructures qui sont en lien avec les besoins qui viennent avec le temps. Je crois, par exemple, les paddles, je ne sais pas si c'est le cas en France, si vous en avez beaucoup, mais les terrains de paddle, c'est vraiment une activité qui a vu le jour, je veux dire, il y a une dizaine d'années. Donc, les communes, par exemple, ont investi dans ce genre de choses. Le hockey, au niveau belge, est aussi un sport qui s'est fort développé parce que l'équipe nationale belge de hockey, mais notamment, a été médaillée d'or aux derniers Jeux olympiques. Et donc, c'est un sport qui a pris de l'importance. Et donc, les communes ont tendance à financer ce genre de terrain parce qu'il y a une demande de la part des habitants qui sont affiliés dans les clubs, mais d'avoir des terrains de hockey qui sont financés. Bien, très bien. Pour conclure, peut-être, est-ce que vous identifiez un ou plusieurs grands enjeux pour le sport en Belgique? Je crois que c'est un peu comme dans toutes les vies, c'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins des citoyens, mais il y a aussi l'aspect du financement, donc c'est toujours les coûts d'infrastructure qui sont relativement importants. Et donc, je vous disais au début de l'intervention, notamment les communes ont véritablement, dans le cadre de l'autonomie communale et de l'intérêt communal, la possibilité d'investir dans le domaine qui est le leur, mais un terrain de hockey, ça coûte cher, une piscine, ça coûte cher, donc il faut des subsides régionaux aussi, et donc ça ne sait pas se faire sans subsides régionaux, donc tout l'enjeu, ça va être de voir si dans les années à venir, les pouvoirs subsidiants, et en l'occurrence dans ce cas-ci, la région wallonne pourra financer les infrastructures qui sont sollicitées par les communes. Et il y a un certain nombre de choix à faire, il y a un nombre d'habitants qui n'arrête de croître aussi. On l'a vu avec le confinement, les gens se sont mis peut-être plus au sport qu'avant, aux activités physiques. Et donc, ça va être tout l'enjeu, comme dans toutes les matières, du financement des infrastructures sportives. Eh bien, Monsieur Flabin, un grand merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et puis, longue vie au sport en Wallonie et à Waterloo en particulier. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc c'était Fernand Flaba, donc président de la Fédération wallonne des directeurs généraux communaux. Donc on voit en effet qu'en Belgique, il y a une structuration qui est très, très organisée et où aussi finalement le grand public a son rôle à jouer et les habitants de ces territoires contribuent finalement au développement et à la création à la fois d'infrastructures et de développement de sport. Oui, Monsieur Karaquillo. On l'a vu, les collectivités territoriales sont d'une importance capitale en Belgique, avec les deux, bien évidemment, avec les deux communautés que vous connaissez et dont il a été fait état. Mais il y a un point qu'il faut souligner, moi j'aurais voulu lui poser la question, il y a, et ce n'est pas toujours vrai, en Belgique, il y a une puissance inouïe du Comité national olympique belge. Le Comité national olympique belge est extrêmement puissant, a mis en place pas mal d'institutions, à commencer d'ailleurs par une chambre arbitrale du sport qui marche bien. Et c'est tellement, la puissance est telle du Comité olympique belge que l'un de ses anciens présidents, Jacques Rogge, a été président du Comité international olympique et qui malheureusement est décédé récemment. Mais encore une fois, il y a cette espèce de, j'allais dire, de point de rassemblement qui est important au plan national autour. C'est pour ça que j'aurais voulu lui poser la question si c'était toujours vrai, parce que moi, il y a quelque temps, je n'y ai pas été. Le Comité national olympique, encore une fois là-bas, comme au Luxembourg d'ailleurs, est extrêmement puissant. Des réactions, Madame Diallo et Monsieur Bangali, sur à la fois ce témoignage ou peut-être en conclusion aussi de ce regard croisé, si j'ose dire, nord-sud. Merci. Ce témoignage est intéressant, mais aujourd'hui, en tant que collectivité locale, la difficulté que nous avons, c'est une incapacité financière à gérer les infrastructures sportives. Aujourd'hui, même si l'État construisait et mettait à disposition des collectivités, très peu des 550 que compte le Sénégal sont en mesure de les gérer de manière efficiente. Comme je vous ai dit, il y a énormément de défis qui attendent les collectivités. Donc, leur demander d'investir dans la gestion quotidienne d'une infrastructure sportive, c'est extrêmement difficile pour ces dernières. Je vous donne un exemple banal. L'État nous a laissé la gestion de la piscine olympique nationale en tant que ville. C'est presque 1 milliard. 1 milliard que nous mettons pour gérer cette infrastructure-là sportive.
beaucoup de collectivités, même si vous voulez les mettre à disposition, elles ne le feront pas parce qu'en termes de recettes, et en termes de dépenses, les dépenses sont supérieures aux recettes que vous pouvez engranger. Donc pour les collectivités locales, c'est vraiment une dépense supplémentaire qui n'est pas supportée par l'État. Donc extrêmement difficile pour ces dernières d'investir déjà dans des infrastructures sportives de qualité, encore plus de les rendre rentables et d'en tirer un quelconque bénéfice. C'est une des principales difficultés que nous avons en tant que collectivité locale. Madame Diallo, on vous retrouvera justement sur la table ronde qui suit, consacrée aux Jeux Olympiques et à l'impact des grands événements sportifs. Très rapidement, Monsieur Bangali, en conclusion de votre intervention, si vous le souhaitez, sauf si vous n'avez rien d'autre à dire. Prenez le micro. Merci. L'exemple de la Belgique, elle est intéressante, mais sauf que pour nous, c'est encore loin. Mais oui. Parce que, voilà, cela passe par d'abord une véritable prise de conscience des collectivités elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Tchad, les collectivités ont un problème de survie. C'est un véritable problème aujourd'hui. Que ce soit les régions, que ce soit les départements, que ce soit la ville de Djamena, ils ont un problème de survie. À cela s'ajoute maintenant le problème des infrastructures pour développer le sport. En conséquence de l'instabilité qu'il y a eu au Tchad, c'est que les anciennes structures sportives se retrouvent même occupés par des gens qui ont construit dessus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu un véritable problème. Et aujourd'hui, tous ils sont confrontés à ce problème. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont obligés d'aller dans la rue plutôt que d'aller sur les voilà. Infrastructures sportives. Donc ça c'est vraiment la difficulté. Bon, maintenant... Donc vous avez du travail, vous, en tant que bureau d'études consacré au sport, monsieur Bangali, vous avez du travail. Si encore on en prend conscience, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'on est encore loin de tout ça. C'est pour ça que c'est toujours dans le cadre de la francophonie, comme on est bien là-dedans. C'est vrai qu'il faut aider ces pays-là à comprendre d'abord le sens de la structuration, le sens de l'organisation, le sens de financement réellement, parce qu'on n'en prend pas suffisamment compte comme l'avait souligné tout à l'heure M. Merkel, les valeurs du sport, ça, pour l'instant, ce n'est pas totalement ancré dans la tête des gens. Aujourd'hui, c'est que le sport apporte, bon, ils ne le perçoivent pas. Et ça, c'est dommage. Merci à vous, en tout cas, Monsieur Bangali, pour votre témoignage donc, sur votre pays, le Tchad.